Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission sur Radio 1001 Clés de Vie, l'émission Entrons en résilience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Chantal Labrec. Bonjour Chantal. Bonjour. Vous avez vu, elle est là, elle a répondu. Donc on est vraiment dans l'émission. Chantal, je vais commencer par ça, est directrice du Résilient. Ça tombe bien, on est entré en résilience. Oui. Elle a un parcours intéressant, parcours de vie, toujours la même chose sur le principe de l'émission, l'histoire personnelle au service de sa crédibilité professionnelle, des gens, la plupart du temps, comme vous et moi, inconnus, plus ou moins, avec des grandes histoires. Aujourd'hui, on va parler de dommages collatéraux liés notamment à la schizophrénie. C'est un peu votre histoire de vie, Chantal, par rapport à votre frère, c'est ça? Oui, exactement. C'est mon frère qui a souffert de cette maladie-là. Ok. Ça a été détecté à quel âge pour votre frère, ça? Mon frère, ça a commencé vers l'âge de 15-16 ans. Ouais. À peu près, oui. À l'adolescence. D'accord. Est-ce que c'est vous, sa sœur, l'entourage proche, la famille, qui vous en êtes rendu compte? Ou c'est venu des médecins au départ? Au premier abord, c'est vraiment la famille qui s'en est rendu compte. Puis par la suite, c'est mon frère même qui s'en est rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas vers l'âge de 19 ans. Donc, ça a pris quand même un bon 3 ans. Là. Okay. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte lui-même que ça allait pas. Est-ce que je peux vous faire travailler dans le sens de nous définir ce que c'est, ce mot, j'allais dire barbare, la rude, qui est la schizophrénie? Ouais, c'est un drôle de mot. Hein. La schizophrénie, en fait, c'est souvent relié à des états psychotiques. Donc, en fait, ce que c'est un état psychotique, c'est on a des hallucinations. Donc, on est en dehors de la réalité. On n'est pas comme vous et moi en ce moment. On est vraiment en dehors de la réalité. Donc, on n'est pas dans le monde actuel. Les gens se créent un monde. Il y a souvent de la paranoïa, des hallucinations visuelles, auditives. C'est ça, des idées qui sont non fondées, non véritables. Ok. Moi, j'ai souvent entendu parler, on a l'impression on va nous planter un couteau dans le dos, que n'importe qui dans la rue peut être un agresseur. Ça en fait partie, parce qu'il y a différents stades, hein, je pense, niveau de schizophrénie, c'est ça? Ben oui, mais il y a différentes sortes aussi. Mhm. Mais ce qui arrive, c'est que un homme avec un couteau, ça peut arriver à n'importe qui. Il y a des gens qui le font qui n'ont pas de maladie mentale. Donc ça, c'est de un. Mais de deux, si un homme arrive avec un couteau qui est atteint de schizophrénie, ben cet état-là est vraiment dû à sa psychose. Donc, exemple, il peut voir les gens comme des démons. Ce n'est qu'un exemple, mais il peut voir les gens comme une menace. Donc, en fait, c'est seulement pour se défendre. D'accord. C'est pas des agresseurs, c'est bien au contraire, c'est des victimes. Mhm. La plupart du temps. Ça veut dire, oui, on a du mal à le comprendre quand j'allais dire tout va bien, mais ça veut dire que quelque chose d'irréel devient réel en fait, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça, puis on a de la difficulté à se mettre à leur place parce qu'on le vit pas, hein. Ouais. Alors justement, sans être à leur place, à la place de votre frère, quand c'est son propre frère là, qu'il a 15 ans, vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 12 ans. Ok. Comment on réagit à 12 ans quand on voit son frère là-dedans? Là? C'est très difficile à comprendre au début. Ben, à 12 ans, je comprenais pas c'était quoi la schizophrénie. Mais c'était vraiment pas évident. Puis ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre que, en fait, c'était pas juste, exemple, une crise d'adolescence ou c'était vraiment une maladie à proprement parler. Ouais. On parle souvent des chicanes, alors pour nos amis européens, les querelles entre frères et sœurs. Puis les enfants en général, hein, on est très chien et chat. Bah, Mhm. adultes aussi, remarquez là, mais bon, c'est un autre problème. Euh, Au quotidien, là, que ça soit, je sais pas moi, pour des jouets, pour ce qu'il y a dans l'assiette, hein, les parts de gâteau, les machins. Je comprends que ça doit être très difficile à percevoir. Vous recevez quel message à ce moment-là, là, des parents, de l'entourage,
pour arriver à prendre votre part de patience, peut-être. Mhm. Vous voulez dire quel message je reçois des Ouais. autres? Comment on vous l'explique? Ça doit pas être évident d'expliquer ça à une enfant de 12 ans, hein. Non. Puis même mes parents, exemple, ben ils comprenaient pas ce que mon frère avait, parce que mon frère avait vécu des événements un petit peu tourmentants pour lui. Son meilleur ami s'était enlevé la vie peu de temps avant que sa maladie déclenche. Donc mes parents pensaient que tout simplement c'était une réaction en lien avec ça. Puis tu sais, il était adolescent aussi, donc faut pas l'oublier. Les adolescents des fois sont pas toujours évidents à vivre. Mhm. Donc il avait mis ça sur ce compte-là, mais à un moment donné, il se rendait compte que c'était pas juste ça. Mais c'était très tabou, surtout c'était dans le milieu des années 90 à ce moment-là, hein. Donc, on a Ouais, évolué depuis ce temps-là à ce niveau-là. Donc, ouais, c'était très méconnu. d'accord. Ça n'empêche que, même dans les années 90, votre frère a été pris en charge à ce niveau-là, Oui. dès les premiers signes, ou c'est quelque chose qui Non, a c'est pris du temps? ça. Comme je disais tantôt, c'est à 19 ans, il a été consulté. Donc, c'est là qu'il a été pris en charge. Ok, 19 ans, donc ça veut dire 4 ans après ça. C'est ça. Ça veut Trois, dire quatre que ans. pendant ces 3 4 années-là, euh, c'est vous qui avez servi de filtre, qui avez essuyé les plâtres, comme on dit, au Ben, niveau de la famille. oui, on savait pas quoi faire. On savait vraiment pas comment réagir avec mon frère. Donc souvent, on faisait on faisait comme si c'était pas réel, un peu. Ouais. On a beau aimer son frère ou son fils, ou bon, peu importe le degré de filiation, là, mais est-ce que vous arriviez quand il était, je sais pas, est-ce qu'on appelle ça des crises, dans les périodes Oui, où des ça allait moins crises, bien, ouais. ouais, des états psychotiques, oui. Est-ce que vous arriviez à être proche de lui quand même, à partir de sa 15e année en tout cas? Est-ce que ça a modifié beaucoup de choses dans la relation? Ben c'est sûr, mon frère d'avant n'était plus. Donc oui, ça a modifié Ouais, des choses, mais j'ai demeuré par contre très proche jusqu'à environ 2 ans avant son décès. Là, j'ai demeuré très proche. Euh, mais c'était vraiment pas facile parce que mon frère d'avant, je le reconnaissais plus en fait. ouais. Vous venez de dire avant son décès, donc Oui. ben là, vous nous livrez une autre partie forte, malheureusement, de votre témoignage, c'est-à-dire que votre frère s'est enlevé la vie Oui. à quel âge déjà? À 34 ans. 34 ans, ok. Malgré la prise en charge telle qu'elle était dans les années 90 ou telle qu'elle a été par la suite. Ouais. Elle a été, c'est ça, il a été pris en charge au début, mais il a pas pris de la médication longtemps. Il aimait pas les effets secondaires, puis pour lui, il voyait pas d'amélioration. Donc, il a pas persisté longtemps dans cette voie-là. Ok. Est-ce qu'on parle de prise en charge, notamment au niveau de la médication, euh, à un stade qui pouvait faire qu'il restait chez lui, ou est-ce qu'il a été hospitalisé à un moment donné? Non, il a jamais été hospitalisé, puis il voulait pas non plus. Non. Ok. Euh, J'essaie toujours de me positionner comme un auditeur privilégié, puis là j'ai des questions qui roulent, qui roulent, qui roulent. J'aurai jamais le temps de toutes vous les poser, mais j'ai l'impression que ces gens-là sont un danger pour les autres, mais un danger pour eux-mêmes aussi. Oui, Euh, encore plus. Comment on, on- on peut faire en sorte que un malade, avec ces dangers-là, qui refuse de prendre une médication, bah, puisse aller comme ça? Est-ce que c'est une discussion que vous avez eue avec le corps médical à un moment donné? Parce que vous ne pouvez pas l'obliger à prendre ses médicaments, je comprends Non. ça. Ben moi, j'en ai pas eu précisément, mais mes parents, oui. Ouais, Je sais pas si vous connaissez la loi P38, là. Parce que c'est une loi qui protège, semble-t-il, contre les personnes qui présentent un danger contre elles-mêmes ou envers autrui. ok. Mais il faut vraiment que ça représente un danger immédiat, grave et immédiat. Donc souvent, euh, quand que la personne pourrait recevoir de l'aide, ben il y a un une grosse catastrophe qui s'est produite. Tu sais, souvent, c'est soit qu'il s'est passé un meurtre ou
sais, il faut en arriver là pour qu'il soit pris en charge, qu'il soit hospitalisé si on veut, contre leur gré, puis qu'il y ait une médication également. Ouais. La loi est à travailler. Ouais. Ouais. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans cette émission, chers amis, là, c'est on, on reçoit des appels, des souffrances, des témoignages des deux côtés de la barrière. Il y a quelques temps de ça, on avait reçu Dolores Ouellette, dont le fils justement a été poignardé en sortant du bus. C'était au terminus Les Sols ici en 2009 de mémoire, par un jeune du même âge que son fils. De ce que j'en sais, en tout cas, la veille, il avait mis des couteaux sous l'oreiller, puis le lendemain, on va savoir pourquoi il est sorti du bus, puis il a commis l'irréparable. Ce que je trouve très inquiétant dans ce que vous dites aussi, là, même si ça a dû évoluer depuis, j'espère en tout cas, c'est que quand on parle de protéger la société, encore une fois, je suis pas trop pour le statut victime, etc. Mais euh, encore une fois, il faut protéger tout le monde. Mhm. Puis de ce que j'entends, de ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que votre frère n'a pas été protégé de lui-même. Pas suffisamment, en tout cas. Ouais. On ne parle pas de l'acte ultime et irréversible, puisqu'il s'est enlevé la vie quand il avait une trentaine d'années, mais tout ce qui a été avant, quoi, au niveau hospitalisation, au niveau médication. Puis vous, au quotidien, on a bien compris que vous aviez entre 12 et 16 ans, ou il y a eu 15 ans, le temps de flottement avant qu'il soit pris en charge médicalement. Mais il n'empêche qu'après, donc après justement, vous avez grandi, puis je voulais en venir là, et que je suis bon avec les transitions. Quand vous entrez dans l'âge adulte, vous rejoignez ben, vos parents ou d'autres membres de la famille qui sont adultes. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes plus armé par rapport aux difficultés de votre frère? Est-ce que vous réalisez à ce moment-là certaines choses? Oui, j'ai réalisé plusieurs choses, en fait. Tu sais, j'ai réalisé que je pouvais pas, parce que quand j'étais plus petite, dans ma tête d'enfant, c'était comme si c'était simplement un rhume, exemple. Puis qu'en prenant soin, ça ne pourrait pas faire autrement que de le faire guérir. Tu sais, c'est une vision bien, bien Mhm. enfantine. Puis en grandissant, j'ai compris que il y avait une part d'acceptation, une part de chemin qui appartenait à mon frère. Je pouvais pas faire ce bout de chemin-là à sa place. Ok. Est-ce qu'on Donc parle ça, j'ai de compris. lâcher prise à ce moment-là, un petit peu, en même Un temps? petit peu, un petit peu, oui, c'est sûr, mais ça, c'est pas évident lâcher prise quand on aime quelqu'un puis on veut l'aider. C'est pas Ben oui. évident. C'est Ben ouais. c'est un apprentissage d'une vie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs dans le Non, décor là? Non? non, il y avait juste moi et mon frère, donc je suis toute seule. Ok. Euh, Vous êtes auteur et conférencière en santé mentale. Oui. Est-ce que c'est un hasard ça? Bonne question, hein? Non, je pense vraiment qu'il y a un lien. Il y a un lien parce que c'est un sujet qui m'interpelle énormément. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'il m'interpelle, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, si j'avais pas vécu ça, probablement que je serais pas là. Je serais pas avec vous aujourd'hui en train d'en parler non plus. C'est tout, c'est tout lié. Bah, il faut qu'il y ait un bon côté hein, Ouais, dans tout ça parce que ben, non seulement vous avez fait face à la maladie mentale de votre frère, première cellule de dommages collatéraux, mais en plus après vous avez dû faire face au suicide de votre frère. Euh, Ça ressemble à quoi sa vie de jeune adulte entre ses 15-18 ans où il commence à être pris en charge et le moment où il fait le geste de trop, je dirais. mais c'est que mon frère voulait vraiment fonder une famille. Il voulait mener une vie, si on veut, normale. Donc, avoir un travail, avoir une femme, fonder une famille. Puis ça a jamais été comme il le souhaitait. Donc, exemple, il essayait de travailler. Puis quand il allait bien, les employeurs ne se rendaient pas compte qu'il y avait une maladie. Là. Donc, il se faisait engager. Puis ça allait bien un petit bout de temps, mais les personnes qui souffrent de maladie mentale gèrent moins bien le stress. Donc, souvent, soit qu'ils tombaient dans un état psychotique ou
il y avait aussi des difficultés au niveau relationnel avec les gens. Donc, souvent, c'est ça, il en venait à être moins efficace au travail, puis il se faisait congédier. Hum. Ça, c'est pour le niveau du travail, mais Ouais. c'est la même chose pour ses études. Des fois, il en entreprenait, mais souvent, il les terminait pas. Il n'y a jamais eu de relation amoureuse stable non Ok. plus. C'est ça. Mais il était très tenace parce que son psychiatre lui avait déjà suggéré de le rendre inapte au travail, puis il aurait eu davantage de sous à chaque mois, mais il n'a jamais voulu. J'ai jamais voulu. Ouais. Est-ce que d'après l'expérience très personnelle qui a touché votre famille, vous diriez que ces personnes en souffrance, quand tout va bien, quand la crise n'est pas là, ils sont encore plus euh, performants, empathiques, hein, enfin, que ça se voit encore moins qu'ils ont un problème que la plupart des gens, vous, moi, parce qu'on se lève du mauvais pied un matin, ou un jour ça va moins bien. Dans les périodes où il n'y avait pas de crise, il était comment? Ben, il était pas mal comme vous et moi. Par contre, il y avait un changement au niveau de relationnel. Tu sais, comme quand on parle ensemble, ben on comprend ce que l'autre nous dit, puis on s'informe de l'autre. Lui, c'était Mhm. plutôt, il s'informait moins de l'autre. Il était plus centré sur lui-même, je dirais. Ok, Mais il était extrêmement sensible. ouais. Il y a beaucoup de Sensible, maladies qui partent de ça, hein. On retrouve oui, souvent l'hypersensibilité, oui. que ce soit chez les autistes ou, enfin, j'aime pas le mot maladie là, mais les gens très sensibles souvent, Mhm. il y a un facteur commun là-dedans. Ouais. Ok, Ben, ça donc fait partie. c'est qu'il était très centré sur lui-même dans les périodes où ça allait bien. Non, moins, par exemple. Moins. Ok, Moins que quand il allait pas, mais quand même, ça restait un trait marquant quand même. ok. Euh, vous êtes également infirmière, pas juste directrice du Résilient dont on parlait en début d'émission, si vous venez de nous rejoindre. On est entré en résilience, puis on a la directrice du Résilient. Bon, ça, c'est pas la même entité, mais on est quand même sur un peu le même discours. Euh, à quelle époque de votre vie vous avez, vous avez pu commencer à percevoir que bah, vous en alliez vers devenir infirmière? Ben, c'est quand mon frère allait vraiment pas bien, là, dans le début trentaine. Ok. Non, Avant? avant ça. Dans Ouais, la fin vingtaine. ok. Donc il y a 3 4 ans de ça, c'est ça? Non, ça fait plus longtemps que ça. Ça fait, parce que mon frère, ça fait 9 ans qu'il est décédé, là, Ouais, donc, ouais, ouais. c'est ça. Donc on a compris, vous avez un petit peu plus que 23 ans, mais c'est correct avec ça, on va continuer une mission pareille. Euh, Phew! donc vous êtes vraiment... votre vie s'est tournée vers la relation d'aide, en fait. Oui. Que ce soit au niveau de vos conférences, interventions, infirmières. Ben, on est bien content hein, d'avoir des gens comme vous. On aimerait que ça arrive sans malheur, mais ça veut dire que votre expérience personnelle a servi dans à votre carrière professionnelle, en fait. Oui, exactement. Puis moi, je vois l'expérience avec mon frère comme il m'a aidé à devenir un être meilleur. Tu sais. Puis j'en fais une mission de vie maintenant d'aider les gens au niveau de leur santé mentale. Ouais. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, de choses qui restaient secrètes? Est-ce que puis je veux pas que ça soit intrusif au niveau de votre famille, donc soyez bien à l'aise avec ça. Je vais parler cru là. Est-ce que c'est quelqu'un que vous cachiez, votre frère, notamment quand il y avait des crises? Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutiez ou pas du tout? J'aurais souhaité qu'on en parle plus. D'accord. Moi, en tant que sœur, je trouve qu'on en parlait pas assez. Ça Bon, nous suffit comme réponse. Encore une parfait. fois, je veux pas que ça soit intrusif, hein, sauf si vous voulez développer là-dessus, mais puis on le voit de plus en plus. Il y a des conférenciers, dont certains que j'ai le bonheur de recevoir à l'émission, qui mettent en avant pour justement échapper au non-dit. Et je trouve ça très bien. C'est pas en cachant nos concitoyens, je pense en tout cas qu'on va résoudre des problèmes de santé mentale et de société en général.
Voilà, je vois l'heure qui file, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut faire une deuxième émission à la suite? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met pas trop l'accent sur vos écrits, vos conférences, puisque vous le savez, chers amis, auditeurs, auditrices, euh, là on découvre qui est Chantal Labrec. Peut-être qu'on aura l'occasion de la découvrir dans une des deux autres émissions que j'ai le bonheur d'animer, que ce soit livre à lire ou à découvrir. Surtout qu'en ce moment on est beaucoup là-dedans, dans les salons du livre, etc. Euh, Vous intervenez au niveau du Résilient, qui est une association, hein, c'est ça, Oui, pour c'est les un organisme, proches de la personne souffrant de maladie mentale. Pour les exactement. proches. Oui, on aide tout l'entourage, que ce soit un conjoint, un parent, un ami, un frère, une sœur. Ouais. Euh, Est-ce que vous auriez aimé qu'une structure comme ça existe quand vous aviez 17-18 ans? Ben, elle existait, mais je la connaissais pas. Ok. Moi non Mais plus, ben, on est donc deux. il y en a partout au Québec en passant des organismes comme ceux-là. Ouais. Mais Euh, qui portent le même nom, là? C'est un... non, ils ont Ok, tous des noms différents. C'est dommage, mais c'est comme ça. ok. Et ça Comme à s'adresse Québec, aux proches, c'est ça? oui, pour les proches, oui. Comme Et, à Québec, c'est la boussole. ok, pas juste pour l'entourage des schizophrènes, c'est vraiment tout ce qui touche les maladies mentales. Oui, exactement. Ouais. Et il y a encore des gens qui sont pas au courant. Ah, ben, c'est que tant aussi qu'on n'est pas confronté à cette problématique-là, c'est normal, Ouais, on connaît pas tous les organismes, il y en a tellement. ouais. Est-ce que vous intervenez aussi pour les gens qui sont, j'allais dire, dans votre période 15-18 ans, là, avant que votre frère soit pris en charge, puis qu'on mette le nom. C'est important de mettre des noms j'allais dire des mots sur des mots, MAX, mais là je suis en train de vendre mes ateliers, ça marche pas, on coupe. Euh, D'avoir un nom, de pouvoir dire, ok, il faut qu'on se batte contre ça, ou il faut qu'on accompagne ça. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous faites aussi au sein du Résilient, les gens qui se posent des questions? On a Oui, quelqu'un dans la famille qui, ça tourne pas rond, mais on ne sait pas ce qu'il y a. oui, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic. Ok, On aide les gens, là, même ceux qui font juste douter de choses, oui, on les accompagne. d'accord. Mais en n'étant pas des professionnels de la santé, comment vous les orientez? Est-ce que vous les incitez à consulter, par exemple? Oui, ça peut être un des aspects qu'on fait, mais comment on dit, parce que on peut pas forcer la personne qui souffre de maladie mentale à consulter, hein. Donc, on est là vraiment pour les proches, pour les soutenir, les outiller, parce que souvent, les proches, ce qui va arriver, c'est ils vont tellement vouloir aider l'autre qu'ils peuvent eux-mêmes sombrer dans une maladie mentale. Il n'y a pas personne qui est à l'abri. Donc, on est là pour les outiller, de prendre soin d'eux avant de prendre soin de l'autre. De lâcher prise aussi, ça, c'est des aspects qu'on aborde. Hum. Bon, bah, on pourra refaire une émission sur les risques de l'empathie, les dommages collatéraux, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, Puis, est-ce que vous sentez avec l'expérience que les proches, quand ils viennent vous voir, ben, parce qu'ils n'ont pas trop d'autres recours à ce moment-là, eux, après, arrivent à inciter le proche en question qui souffre ou qui est suspecté de souffrir d'un trouble mental. Est-ce que vous voyez que ces gens-là vont consulter à partir de là? Il y a plusieurs situations où ça fonctionne parce on apprend aussi aux proches comment aborder ça avec leurs proches qui souffrent de maladie mentale. Donc, parce que des fois, il y en a qui savent pas comment le demander, aborder ce sujet-là avec la personne. Donc, on est là pour leur apprendre ça aussi. D'accord. Comment en parler. Ouais. Comment demeurer proche aussi. Donc, oui, il y a des fois que la personne va consulter. Pas toujours, mais ça arrive. Ouais, à mon avis, quand on va avoir terminé d'écouter et visionner l'émission, on va tous venir vous voir parce que on est, la plupart d'entre nous, on connaît quelqu'un qui va pas bien. Le fait de consulter rapidement, est-ce que ça, enfin, c'est pas est-ce que, d'après ce que vous nous dites, ça évite d'autres dommages collatéraux puisque Oui, on peut éventuellement sombrer et être aspiré vers le fond avec ce proche alors qu'on veut l'aider, c'est ça? oui.
Oui, c'est ça, oui, en effet, ça évite ça. Ouais. Euh, vous avez vu, hein, j'ai rien dit à propos de son livre. Je vous le dis juste comme ça. J'allais dire évidemment. Non, pas évidemment, parce que c'est pas évident d'écrire, de se livrer, de se mettre à nu avec des écrits. On se calme. Mais Chantal a écrit sur le sujet. Oui, ça sera l'occasion d'une autre émission. Oui, je voulais mettre l'accent avant tout sur le résilient, parce qu'on est là pour vous, là, qui nous écoutez et qui nous regardez. Euh, Pas pour vous emmener vers un ouvrage en particulier, mais pour vous permettre de vous exprimer. Alors il y a le Résilient, il y a d'autres organismes à Québec. J'espère qu'il y en a un peu partout dans la francophonie mondiale, puisque on est écouté un peu partout, hein, Chantal. Là maintenant, je peux vous mettre la pression avec ça. Il y a des gens de très très loin qui vous écoutent et vous regardent en ce moment. Euh, Puis le but, c'est justement parce que ces problèmes-là, on va les rencontrer parce qu'on est dans une société globale et moderne et que tout va vite et qu'il n'y a jamais eu autant de stress, de maladies mentales. Ou alors on en parlait encore moins avant, puisque d'après votre témoignage, on C'est, a compris qu'en 90, c'était pas fort fort, là. non, c'est une personne sur 5 au cours de sa vie qui va souffrir d'une maladie mentale aujourd'hui. Donc, le nombre est impressionnant, mais c'est ça. Une sur 5. Qui est une personne sur 5. Bon, on va se mettre dans un cas de grande écoute, où il y a 5 personnes qui sont en train de nous écouter. Non, je plaisante. Ça veut dire que parmi vous, là, on va dire 3, là, soyons modestes, plus Chantal et moi. Dans nous 5, là, désolé, il y en a au moins une. Je plaisante avec ça, mais c'est épouvantable. On ne parle pas de petits bobos, de Non, stress, non, non, de un quelque problème de chose santé mentale. identifié comme un problème de santé mentale. Oui, Ok. Et il n'y a jamais eu autant d'antidépresseurs et de médications diffusées. J'allais dire gavées même. Ok. oui. Bon, on va repartir avec des réponses, mais je pense qu'on va repartir, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, avec beaucoup de questions, puis des bonnes questions. Parce que, il y a un mot qui me vient là, pour vous donner un deuxième prénom, c'est force tranquille. Je sais pas pourquoi, C'est bien ça. ça fait du bien de voir quelqu'un comme vous, avec ce sourire-là, parler de votre vécu avec autant, j'allais dire, de sensibilité et de détachement en même temps. On sent que vous n'êtes pas là pour faire pleurer sur votre sort ou celui de votre famille, Mhm. Ah, mais pour servir. Ça tombe oui. bien. On est là pour ça. Euh, Puis en un mot, là, c'est quoi? De ne pas hésiter à venir vous rencontrer, ou l'association du coin, ou en parler en tout cas. Oui, c'est très important quand on aide une personne qui souffre de maladie mentale, d'aller chercher de l'aide, d'en parler, de pas rester avec ça tout seul, de prendre soin de soi aussi. Faut pas s'oublier à travers tout ça, parce que je l'ai déjà vécu, je me suis comme oubliée pendant quelques années, puis c'est pas une bonne idée, pas du tout. Ouais, ouais, le côté être un pilier pour les autres. Ouais, faut Sauf pas que s'oublier. des piliers, il n'y en a pas tous les 2 mètres. Donc on peut être solitaire en étant un pilier et donc être fragilisé. Est-ce que c'est Ouais, un peu ça? c'est bien ça. Oui, oui. Bon, mesdames et messieurs, c'était le pilier qui ne s'oublie pas, Chantal Labrec. Alors on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est épouvantable. Donnez-nous une émission plus longue. Non. Euh, Merci beaucoup pour la richesse de ce contenu, Chantal. Merci à Euh, toi, Patrick. Merci beaucoup. Puis on va très touchant vraiment. Voilà, je vais pas le dire à chaque fois parce que ça c'est pas forcément le cas. Mais puis je sais pas vous, mais j'ai appris beaucoup moi aujourd'hui sur les troubles mentaux, la schizophrénie en particulier, qui est un mot que j'aime pas prononcer parce qu'il n'est pas vraiment agréable. Mhm. Mais l'important c'est qu'on en parle. Donc n'hésitons pas quand
on perçoit quelque chose ou qu'on a un petit voyant lumineux d'alarme qui clignote, voilà, allons-y avec ce qu'on ressent. Vaut mieux y aller pour rien que pas y aller. Ah oui, certainement. Chantal, c'est certain qu'on va continuer à se parler hors onde. Vous les amis, désolé, vous n'avez pas de chance pour vous, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Chantal Labrec avec les dommages collatéraux liés à la schizophrénie. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup à vous. Puis j'ai un petit message pour vous qui écoutez. Vraiment, prenez soin de vous. C'est mon message. Allez, raccrochez et prenez soin de vous. Salut les amis, à la semaine prochaine. Au revoir Chantal. Bye bye.